Que se passe-t-il vraiment au Congo? En plus des conflits armés, il existe une guerre qui n'est pas suffisamment prise en compte, celle de l'information. La situation de crise au Congo étant complexe, on a vite fait de tomber dans des discours superficiels, voire révisionnistes. Dans la guerre de l'information, il y a deux camps principaux qui s'affrontent. D'un côté, Kinshasa, la capitale de la RDC, dirigée par Félix Tshisekedi, et de l'autre, Kigali, la capitale du Rwanda, dirigée par Paul Kagame. Chacun essaie donc de contrôler le récit du conflit. Par exemple, ce 3 février, Paul Kagame a fait des déclarations un peu déconcertantes. So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. Il a ensuite accusé CNN d'avoir édité l'interview pour créer un récit trompeur alors que c'était du direct. Pendant ce temps, suite à la prise de Goma du 26 janvier, Kinshasa, tel un régime totalitaire, a restreint l'accès aux réseaux sociaux et donc à l'information, alors que la désinformation règne en maître avec des conséquences néfastes sur la paix sociale. Les tensions sont perceptibles, même ici à la capitale où il y a vraiment des actes de xénophobie qui se produisent à la longueur de journée entre les Congolais et les Rwandais. Il suffit d'un petit déclic, d'une petite vidéo, d'une petite publication qui rapidement peut devenir virale. Auprès de la population, Kigali bénéficie d'un pouvoir autoritaire sans opposition. Paul Kagame est au pouvoir depuis 25 ans, a été élu démocratiquement à 99% des voix lors de sa dernière élection. De son côté, Kinshasa bénéficie d'une population nationaliste jusqu'à sa diaspora, l'une des plus grandes d'Afrique, qui va régulièrement lancer des campagnes de boycott. Mais dans les deux cas, si les récits prennent, c'est parce qu'ils touchent à des cordes sensibles. Maintenant, qu'en est-il du discours tenu par Kigali d'un côté et Kinshasa de l'autre? Kigali nie son application dans les exactions commises par le M23, tout en le présentant comme un mouvement de libération légitime. Le but serait de protéger les Tutsis congolais d'une haine qui date du génocide des Tutsis de 1994. Il faut retenir que si aujourd'hui il y a des Tutsis congolais, cela fait suite à divers épisodes migratoires dont les premiers datent d'avant la conférence de Berlin de 1884. Kigali, aujourd'hui dirigé par des Tutsis, accuse Kinshasa de collaborer avec les FDLR, une milice composée de génocidaires Hutus venus se réfugier à l'est du Congo. Kigali considère que les FDLR sont une menace pour la stabilité du Rwanda. Enfin, Kigali affirme que la cause de la crise est uniquement liée à une mauvaise gouvernance de la part de Kinshasa et que seule l'armée congolaise perpétue des violences. De son côté, Kinshasa adhère à un récit lié à l'histoire coloniale qui attribue tous les malheurs du Congo à l'ingérence de puissances étrangères avides de ses ressources. De ce point de vue, le M23 ne serait qu'une simple marionnette du Rwanda, l'épicentre de la violence et de l'instabilité à l'est du Congo. Selon cet article d'Afrique 21, Kinshasa semble également épouser des thèses comme celle de Charles Onana, condamné en décembre 2024 pour négationnisme vis-à-vis du génocide des Tutsis au Rwanda. Kinshasa accuse également Kigali d'avoir des objectifs expansionnistes, validant ainsi le mythe d'un Tutsiland. Selon ce mythe, Kagame et le président ougandais Museveni auraient l'intention de créer un empire Tutsi-Emma s'étendant de l'Ouganda au Rwanda, au Burundi et à la RDC. Mais alors, qui a raison dans tout ça? La réalité est un peu entre les deux, plus nuancée que ce que chaque camp énonce. Oui, il y a de la discrimination envers les Tutsis congolais que beaucoup ne considèrent pas comme congolais, une haine qui va d'ailleurs être exploitée par Kinshasa à des fins électoralistes. Mais elle n'est pas l'origine du conflit. Oui, il est établi par plusieurs rapports de l'ONU que le Rwanda est impliqué. Oui, le gouvernement congolais a sa part de responsabilité, est critiquable pour sa mauvaise gestion, et c'est effectivement allié au FDLR. Des faits consignés dans le rapport Mapping. Mais cela ne justifie pas les actions du M23. Oui, le M23 et sa branche politique, l'AFC, constituent une menace, mais il n'est pas le seul groupe armé à semer la terreur à l'est du Congo. Des milices comme les ADF, des rebelles ougandais islamistes, ou la Codeco, une milice landou en Ituri, commettent aussi des atrocités, trop souvent passées sous silence. Oui, les capitalistes profitent des injustices que génère ce chaos, mais ces injustices existent même en temps de paix. On ne peut pas dire que la cause profonde du conflit soit les minerais, même si les minerais alimentent certaines violences, c'est d'abord un symptôme du conflit, un moyen. Les milices financent leurs opérations surtout au moyen de diverses taxes, sur le commerce, le bétail ou bien encore les barrages routiers. Les milices ne sont donc pas particulièrement dépendantes des minerais. La rébellion du M23 n'est pas motivée par les minerais, cependant l'exploitation minière a des conséquences désastreuses sur les travailleurs et l'environnement. Elle mérite une attention particulière, mais avec les bons outils d'analyse et en mettant au premier plan les voix des travailleurs.
La guerre informationnelle ne date pas d'hier. L'opinion publique joue un rôle dans l'issue d'un conflit. La crise au Congo est avant tout politique. Les dirigeants, tant à Kinshasa qu'à Kigali, jouent à un jeu dangereux au détriment de leur population. Pour se sortir de ce cycle de la violence et pallier aux injustices, il faut des changements structurels. Plus on sera nombreux à avoir une lecture plus juste de ce qui se passe en RDC et à l'exprimer, plus les Congolais auront une chance d'être libérés, si ce n'est l'Afrique tout entière.